Les jeunes qui sont de plus en plus sensibles aux discours masculinistes, ils explosent sur les réseaux sociaux et selon SIDAction, leurs effets sur la vie sexuelle des jeunes sont chaotiques. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Bonjour à vous. L'idée du mal alpha a été amplifiée par l'administration Trump. Même constat, même conséquence aux États-Unis ? Oui, même si, quand on regarde bien, et même si tout cela reste absolument subjectif, évidemment, les 5 derniers présidents américains n'étaient pas non plus des remèdes contre la virilité toxique, hein, vous me l'accorderez. Ronald Reagan, George Bush père, bien sûr, Bill Clinton, Bush fils, et même Barack Obama, à sa manière, tous ont véhiculé les images de bons pères de famille américains traditionnels, de guerriers ou d'amateurs de femmes. Reagan le cow-boy, Clinton le coureur, George Bush le Top Gun de son époque. Ne parlons pas de son fils George W. qui apparaissait plus souvent en Stetson et Santiago qu'en tablier de cuisine. Même Barack Obama, en fait, à sa manière, incarne une forme de coolitude qui fait un carton chez les jeunes hommes américains et chez les jeunes afro-américains en particulier, qui n'ont jamais été connus pour leur grande propension à la gender fluidité, si vous me pardonnez l'expression. Si on a pu observer un phénomène lors de la dernière élection présidentielle, c'est d'ailleurs chez les hommes afro-américains qui, pour une part d'entre eux, redoutaient l'arrivée d'une femme noire à la Maison-Blanche avec Kamala Harris, vous vous en souvenez, une figure nouvelle qui aurait pu fragiliser l'équilibre patriarcal traditionnel des foyers afro-américains. Dans la communauté afro-américaine, il reste beaucoup plus difficile d'afficher d'ailleurs son éventuelle homosexualité. C'est vrai que dans la majorité des autres communautés qui composent la société américaine. Maintenant, vous me pardonnerez ce propos subjectif, mais quand même on a envie de se dire que effectivement la virilité surjouée de Donald Trump devrait être un repoussoir tellement elle est caricaturale. J'ai même envie de dire suspecte, non, mais en tout cas accompagné de ce que le virilisme a de plus archaïque. Ici, la valeur cardinale, celle qui parvient même à supplanter le patriotisme, c'est la famille. Tous les hommes que je viens de citer ont toujours placé leur famille au centre de leur communication, leur famille et leur femme, souvent reléguées d'ailleurs à la seule fonction d'accompagnatrice présidentielle, il faut bien le dire, alors que toutes, sans doute, auraient pu avoir un destin individuel à la manière d'Hillary Clinton, par exemple. Dans le camp démocrate, il y a une vieille arlésienne qui s'apparente à une forme de fantasme et qui prédit qu'un jour Michelle Obama entrera en politique pour sauver les démocrates, mais ça n'arrive pas. Non, je ne suis pas convaincu, mais évidemment, je ne suis pas expert par le fait que Donald Trump puisse être pris comme un modèle par la jeunesse américaine. Et puis, il y a une réalité. La société américaine repose d'abord sur une mythologie largement influencée par Hollywood, quand même, depuis un siècle. Même si le phénomène s'est un peu assoupli ces dernières années avec l'apparition de héros masculins, un peu moins velus, c'est vrai. John Wayne n'est pas complètement mort, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a surtout des héritiers. On ne voit pas beaucoup d'acteurs gays occuper le haut de l'affiche, en tout cas pas dans des rôles où ils viendraient sauver le monde et l'Amérique d'une attaque terroriste en tuant tous les méchants à main nue. Alors que le milieu du cinéma, des arts et de la culture a pourtant été un moteur de transformation des consciences ici, ça c'est incontestable, au moins sur le plan de la visibilité des homosexuels notamment. Sans Hollywood, le véritable martyr vécu par la communauté homosexuelle de Los Angeles au milieu des années 80 aurait sans doute été passé sous silence. Mathieu, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le sida, on en parle depuis son retour à la Maison-Blanche, mais oui. Donald Trump a suspendu l'aide internationale, il s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que ça sonne la fin de la lutte contre le VIH au niveau international ? Alors, en réalité, ce qui se passe en ce moment autour de la lutte mondiale contre le sida, c'est effectivement un changement de paradigme brutal imposé par l'administration américaine. Donald Trump a suspendu l'ensemble de l'aide étrangère. Et cette décision a mécaniquement gelé les financements du PEPFAR, le principal programme mondial de lutte contre le VIH. C'est simple, depuis 20 ans, aucun pays n'a investi autant que les États-Unis dans les traitements, la prévention également, et le dépistage. Des millions de patients, notamment en Afrique subsaharienne, dépendaient directement de ces ressources. Concrètement, les mesures Trump entraînent donc déjà des ruptures d'approvisionnement en traitements antiviraux,
des fermetures temporaires de centres de dépistage et des interruptions de programmes de prévention, évidemment, les premiers à souffrir. Plusieurs ONG parlent d'une crise sans précédent. Certaines estimations même disent que les financements américains s'effondreraient durablement ou on pourrait assister à plusieurs millions de nouvelles infections et à une hausse marquée de la mortalité liée au sida dans les pays les plus vulnérables. En parallèle, les États-Unis se retirent également de l'Organisation mondiale de la santé, qui perd de facto une partie de son financement, ce qui est une autre catastrophe pour les professionnels du secteur, mais surtout un acteur clé de la coordination internationale, l'OMS. Derrière le VIH, il y a une réalité, c'est une épidémie qui ne recule que si la prévention et les traitements circulent partout et de manière cohérente. Et donc, la sortie américaine affaiblit cette architecture de santé publique, ça c'est une évidence, fragilise la recherche et déstabilise la surveillance épidémiologique également, qui est un facteur absolument essentiel, et tout cela à l'échelle mondiale. Voilà, quand les décisions politiques ont des effets sur la santé. Merci beaucoup, Mathieu Mabin, en direct de Washington. On reste aux États-Unis.